Ma femme a dit à notre fille que je n'étais pas son vrai père. Elle a crié ça devant son école. Le test ADN a détruit bien plus que notre couple. Je suis un homme de 39 ans. Le jour où ma femme a hurlé devant l'école que je n'étais pas le vrai père de notre fille, j'ai senti plus de regards d'inconnus se planter sur moi en 30 secondes que dans toute ma vie. Les enfants sortaient, les parents attendaient, et au milieu du bruit, il y avait cette phrase lâchée comme une bombe. Ma fille, Zoé, s'est figée entre nous. Elle tenait encore son sac sur l'épaule. Elle m'a regardé comme si j'avais menti sur toute son existence. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ma femme avait déjà transformé notre vie privée en scène publique. Avant ce jour-là, je croyais que, malgré nos disputes, ma place de père était solide. Zoé a 10 ans. Je l'ai portée, changée, accompagnée partout. Je l'ai emmenée chez le médecin, à l'école, aux anniversaires, aux activités. Je connaissais ses peurs, ses goûts, ses tics. J'étais celui qu'elle appelait la nuit quand elle faisait un cauchemar. Je n'ai jamais compté les heures, je n'ai jamais pensé en termes de vrai ou faux père. Pour moi, j'étais juste le sien, point. Depuis quelques mois, par contre, mon couple partait en morceaux. Ma femme, Julie, s'éloignait. Elle passait plus de temps sur son téléphone que dans la pièce. Elle rentrait tard, elle se montrait froide, elle me coupait de plus en plus de décisions. Elle avait toujours été dure, mais là, c'était devenu une guerre silencieuse. J'avais l'impression de vivre avec quelqu'un qui me méprisait. Chaque phrase de sa part était une critique. Chaque geste de moi était observé, jugé, retourné contre moi. La plupart de nos disputes portaient sur l'argent et l'éducation de Zoé. Elle me reprochait de ne pas gagner assez. Elle disait que Zoé méritait mieux, davantage d'activités, plus de voyages, plus de tout. Elle comparait notre vie à celle des autres familles. Elle ramenait tout à mes insuffisances. Elle disait que je manquais d'ambition. En parallèle, elle s'en mêlait peu au quotidien réel. C'est moi qui faisais les devoirs, les courses, les rendez-vous. Elle arrivait au dernier moment pour se montrer, puis repartait dans sa bulle. Un soir, j'ai surpris une conversation bizarre entre Julie et sa mère. Elle parlait à voix basse dans la cuisine. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai capté des morceaux. On ne peut pas lui dire comme ça. Il ne tiendra pas. Zoé ne comprendra pas. Quand je suis entré, elles ont changé de sujet d'un coup. J'ai demandé ce qui se passait. Julie m'a répondu que je me faisais des idées, que je devenais parano. Sa mère m'a lancé un regard fuyant. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grave que les problèmes habituels. Quelques jours plus tard, j'ai vu que Zoé était différente. Elle passait plus de temps dans sa chambre. Elle me parlait moins. Elle posait des questions du genre « Pourquoi tu es si souvent fâché avec maman » ou « Tu es sûr que tu m'aimeras toujours ?» J'ai mis ça sur le compte de nos disputes. Je me sentais coupable. Je voulais la protéger. Je ne savais pas que Julie commençait déjà à préparer le terrain derrière mon dos. Le matin du drame, Julie était froide dès le réveil. Elle a à peine dit bonjour. Elle a jeté son regard sur moi comme si j'étais un intrus dans la maison. Je devais récupérer Zoé à l'école à 16 h. C'était notre routine du mercredi. Julie savait que j'aimais ce moment. Juste nous deux, la sortie des classes, le petit goûter sur le chemin. C'était notre truc à nous. Elle n'a rien dit de spécial avant de partir au travail. Aucune alerte. Juste ce climat lourd. À 16 h, j'étais devant le portail. Les enfants sortaient. Zoé m'a vu. Son visage s'est éclairé une seconde, puis Julie est arrivée de l'autre côté, d'un pas rapide. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là. D'habitude, c'est moi qui gère. Elle s'est approchée, tendue, déjà agressive. Elle a attrapé Zoé par le bras. Les parents autour commençaient à regarder, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une tension. C'est là que tout a basculé. Julie a sorti cette phrase sans prévenir. Elle a dit à Zoé qu'elle devait arrêter de croire que tout est normal parce que je n'étais pas son vrai père. Elle a prononcé ces mots avec un ton glacé, assez fort pour que les parents autour entendent. Elle a lâché ça comme un verdict. Tout s'est arrêté autour. Les rires d'enfants, les discussions de parents, tout. Zoé m'a regardé avec un mélange de peur et de haine qu'elle n'avait jamais eu pour moi. À cet instant, j'ai compris que Julie ne cherchait plus seulement à détruire notre couple. Elle voulait me arracher ma fille. Je n'ai pas pu répondre sur le moment sans créer un carnage.
Chaque phrase que j'aurais prononcée aurait été utilisée contre moi. Ma fille était au milieu, tremblante. Julie répétait qu'il fallait qu'elle sache la vérité. Elle la tirait vers elle. Zoé ne bougeait plus. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Chaque seconde plantait un peu plus le doute dans sa tête. Les autres parents fixaient la scène sans intervenir. Certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux. Ils venaient d'assister à la destruction d'un lien en direct. Je suis reparti seul ce jour-là. Julie a emmené Zoé. Elle l'a fait monter dans sa voiture. Je les ai regardés s'éloigner comme si on venait de m'arracher un organe. Sur le trajet du retour, je me suis repassé toute notre histoire. La conception de Zoé, notre couple à l'époque, nos disputes, les doutes. Rien ne m'avait jamais laissé penser qu'il pouvait y avoir un autre père. Julie n'avait jamais évoqué un doute. Pas une fois. Elle m'avait toujours laissé croire que Zoé était bien mon enfant biologique et que j'étais le seul père en jeu. En rentrant chez moi, j'ai vu que Julie avait déjà commencé à vider certaines choses. Des cadres manquaient. Des vêtements de Zoé avaient disparu de l'armoire. Une partie de ses jouets aussi. Julie avait profité du moment de l'école pour retirer ce qu'elle pouvait. Elle avait préparé le coup. Son explosion devant l'école n'était pas un dérapage. C'était une étape d'un plan pour me couper du rôle de père. Le soir, j'ai reçu un message de Julie. Elle me disait froidement que je n'avais plus à m'occuper de Zoé ou pour l'instant. Elle prétendait qu'elle avait des révélations à faire et qu'il fallait protéger notre fille de moi. Elle inversait tout. Elle me présentait comme une menace alors que c'est elle qui venait de lui briser le cerveau en pleine cour d'école. Elle ajoutait que j'aurais bientôt les preuves que je n'étais pas son père biologique. Elle conclut en disant que je devrais accepter la réalité. Chaque mot était un coup supplémentaire. J'ai prévenu mon frère. Il est venu chez moi. Il m'a demandé si c'était possible, biologiquement, qu'il y ait un autre père. Je me suis retrouvé à fouiller ma propre histoire. À l'époque où Julie était tombée enceinte, nous étions déjà ensemble, mais notre couple n'était pas stable. On s'était séparés quelques semaines avant. Elle était partie chez une amie. On avait eu une reprise. La grossesse avait été annoncée après ce retour. J'avais supposé que c'était moi. Je n'avais jamais pensé à vérifier. On ne fait pas des tests ADN sur les enfants comme ça, par défaut. On fait confiance. Maintenant, chaque détail de cette période revenait. Julie avait été floue sur les dates. Elle avait refusé de parler du moment exact de la conception. Elle disait que ça n'avait pas d'importance. Elle avait insisté pour qu'on ne se prenne pas la tête. Elle avait mis toute l'énergie sur le projet de famille. Je me rends compte aujourd'hui que ces zones grises n'étaient pas innocentes. Elle lui laissait une porte de sortie si un jour elle voulait me sortir de la vie de Zoé. Je n'ai pas attendu. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez un avocat. Je n'en pouvais plus des manipulations. Je savais que si je restais passif, Julie allait s'installer dans son récit. Elle allait raconter à tout le monde que j'avais trompé Zoé. Elle allait retourner le quartier contre moi. L'avocat m'a dit que je devais réclamer un test de paternité officiel. Il m'a expliqué que si Julie lançait ce genre d'accusation, il fallait la pousser jusqu'au bout, sous contrôle. Sinon, tout allait se régler dans les cris et les rumeurs. En parallèle, Julie continuait sa campagne. Elle a appelé mes parents. Elle leur a dit que je n'étais pas le père de Zoé. Elle a présenté ça comme une évidence. Elle disait que j'avais toujours su, ce qui était faux. Elle les a placés devant un choix impossible. Croire leur fils ou croire la mère de leur petite fille. Ils étaient secoués. Ma mère pleurait au téléphone. Mon père était hors de lui. Il disait que même si ce n'était pas vrai, le mal était déjà fait. Zoé avait entendu cette phrase devant son école. On ne revient pas en arrière sur ça. Je ne savais pas ce que Julie racontait à Zoé, mais je pouvais l'imaginer. Elle devait répéter que je l'avais trompée, que je lui avais menti. Elle devait insister sur le fait que je n'étais pas son vrai père. Elle jouait sur les mots. Elle savait très bien que, à cet âge, ces termes sont absolus. Si ce n'est pas vrai, c'est le faux. Noir ou blanc. Elle ne cherchait pas à protéger Zoé. Elle cherchait à me supprimer de sa tête. L'école m'a appelé aussi. La directrice voulait savoir ce qui se passait. Elle avait assisté de loin à la scène où on avait reçu le récit. Elle m'a dit que Zoé était bouleversée. Elle ne savait plus à qui se confier.
Elle m'a demandé si j'avais besoin d'un rendez-vous avec la psychologue scolaire. J'avais honte de devoir expliquer ma vie privée à une inconnue. Mais je savais que si je ne donnais pas ma version, Julie prendrait tout l'espace. Julie, elle, continuait à refuser la discussion directe. Elle ne voulait pas me voir. Elle ne répondait pas au téléphone. Elle passait uniquement par des messages froids, parfois même par son avocate. Elle utilisait chaque canal possible pour me garder à distance. Elle disait qu'elle ne voulait pas que Zoé soit exposée à mes mensonges. Elle se posait en protectrice, alors que le seul choc que Zoé avait reçu venait de sa bouche à elle. Quand les papiers officiels pour le test ADN sont arrivés, j'ai senti mon estomac se tordre. J'avais besoin de ce test, mais j'avais aussi peur du résultat. Deux possibilités s'ouvraient. Soit j'étais le père biologique et Julie était en train de détruire sa propre fille pour me punir. Soit je ne l'étais pas, et je devais encaisser l'idée que l'enfant que j'élève depuis 10 ans a été construite sur un mensonge d'origine. Dans les deux cas, c'était violent. Le jour du test, je me suis retrouvé dans un laboratoire froid, avec Zoé à côté, silencieuse, les yeux embués. Julie était là aussi, rigide, comme si elle participait à une formalité normale. Zoé ne savait plus à qui se rapprocher. Elle gardait sa distance des deux côtés. On lui a frotté un coton dans la bouche. Elle a obéi sans trop comprendre. Pour elle, c'était une expérience bizarre. Pour moi, c'était une dissection de 10 ans de vie. Je n'ai pas parlé à Zoé ce jour-là. Je sentais que chaque mot pouvait se retourner contre moi. Je voulais lui dire que je l'aimerais quoi qu'il arrive. Mais je ne savais même pas si, après ce test, j'aurais le droit légal de rester dans sa vie. Tout était suspendu à une suite de chiffres que le laboratoire allait me renvoyer. Je me sentais moins qu'un père. Je me sentais comme un dossier. Les jours d'attente ont été les plus longs de mon existence. Je ne dormais plus. Je tournais en rond. Je regardais les photos de Zoé bébé, ses dessins, ses cahiers. Tout prenait une nouvelle couleur. Je me demandais si j'avais raté des indices physiques, des ressemblances. Je voyais son nez, ses yeux, sa bouche. Je cherchais ma trace. Je la voyais par moments. D'autres fois, je doublais. C'était impossible à dire. La biologie ne se lit pas comme ça. Mais Julie avait planté son doute dans ma tête. Même moi, je ne savais plus quoi penser. Quand les résultats sont tombés, il n'y a pas eu de suspense. Le document était clair. La probabilité de paternité était nulle. 0. Il était écrit noir sur blanc que je n'étais pas le père biologique de Zoé. Un pourcentage écrasant, froid, indiscutable. En une phrase, 10 ans de certitude venaient d'être effacés. En même temps, quelque chose de plus sale apparaissait. Julie savait depuis le début. Elle connaissait cette vérité. Elle avait choisi de la garder pour elle jusqu'à ce qu'elle en ait besoin comme arme. Le test ADN aurait pu être une simple information médicale. Pour moi, c'était un acte de destruction totale. Je ne perds pas seulement un statut légal. Je perdais un morceau de mon identité. On m'avait présenté Zoé comme ma fille. Je l'avais acceptée, aimée, élevée comme telle. Et on me disait soudain que biologiquement, je n'existais pas dans sa fabrication. La seule vraie question n'était même plus qui est le père, mais pourquoi on m'a fait ça. Quand j'ai confronté Julie avec le résultat, elle n'a pas montré de honte. Elle a juste pris un air blasé. Elle a admis que, à l'époque de la conception, elle voyait quelqu'un d'autre. Elle a dit que c'était une période confuse. Elle a ajouté qu'elle ne savait pas qui était le père biologique. Elle parlait de ça comme d'une vieille erreur. Elle minimisait. Elle disait qu'elle avait préféré choisir la sécurité en me désignant comme père, parce qu'elle me trouvait stable. Elle transformait un mensonge lourd en choix pratique. Elle a osé me dire que, de toute façon, j'avais été un père pour Zoé, donc que ce test ne devrait rien changer. Elle voulait garder ce qui l'arrangeait, me faire porter pendant 10 ans la responsabilité du père, puis décider seule du moment où cette paternité pouvait être remise en cause. Elle me reprochait presque d'être blessée, comme si j'étais égoïste de mettre l'accent sur le mensonge au lieu de me concentrer sur le lien que j'avais avec Zoé. Le problème, c'est que ce test ne touchait pas que moi. Il frappait Zoé de plein fouet. Julie lui avait présenté la nouvelle comme un jugement. Elle n'avait pas préparé le terrain en douceur. Elle n'avait pas cherché un psychologue pour l'accompagner. Elle n'avait pas pris le temps d'expliquer. Elle avait explosé la vérité au milieu de la cour d'école, puis l'avait laissée flotter dans sa tête.
Zoé se retrouvait à douter de tout. De moi, de sa mère, de son origine. Elle ne savait plus où poser ses pieds. Quand Zoé a compris le résultat, ce n'est pas Julie qui le lui a expliqué. C'est moi. Je l'ai appris par l'avocat. Julie n'avait même pas pris la peine de m'inclure dans ce moment. J'ai demandé un rendez-vous avec Zoé chez la psychologue de l'école. Je voulais un cadre. Je refusais qu'elle apprenne ça seule, au détour d'un commentaire. Devant la psy, je lui ai dit la vérité, que le test disait que je n'étais pas son père biologique. Que ça ne changeait pas ce que j'avais vécu avec elle. Que pour moi, j'étais son père de cœur. Zoé ne m'a pas répondu tout de suite. Elle m'a regardé avec des yeux vides. Il y avait de la fatigue, de la confusion, de la colère. Elle m'a posé une seule question. Pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt? J'ai dû lui dire que je l'ignorais moi-même. Que j'avais appris la vérité en même temps qu'elle. Que sa mère m'avait menti pendant des années. Cette phrase m'a tué autant qu'elle, parce qu'en la prononçant, je l'obligeais à voir sa mère comme quelqu'un capable de mentir sur un sujet aussi fondamental. Julie, elle, se lavait les mains. Elle prétendait qu'elle aurait voulu lui dire plus tôt, mais qu'elle n'avait pas trouvé le moment. Elle rejetait la faute sur les circonstances. Elle disait qu'on s'était disputé, que tout avait dérapé. Elle oubliait que c'est elle qui avait choisi le lieu et le moment de l'explosion. Elle avait choisi l'école, l'heure de sortie, la foule. Elle avait voulu m'humilier. Elle ne pensait pas au prix pour sa fille. La question du père biologique est devenue un autre champ de bataille. Julie refusait de donner un nom. Elle disait qu'elle n'était pas sûre. Qu'elle ne voulait pas remuer le passé. Qu'elle ne voulait pas perturber la vie d'un homme peut-être marié. Elle répétait que l'important était que Zoé se sente aimée. Elle ne comprenait pas que, pour un enfant, ne pas savoir d'où on vient est une torture. Elle refusait d'assumer. Elle avait eu ses histoires. Elle ne voulait pas en payer les conséquences. Au tribunal, cette affaire d'ADN a tout complicité. L'avocat de Julie voulait utiliser le test contre moi pour limiter mon droit de visite. Il soutenait que je n'étais pas le père, donc que je n'avais pas à voir Zoé. Mon avocat, lui, s'est battu pour montrer que j'avais été une figure paternelle stable pendant 10 ans. Il a expliqué que couper brutalement ce lien serait plus destructeur pour Zoé que de le maintenir. Il a invoqué l'intérêt de l'enfant. Il a insisté sur le fait que c'est Julie qui avait menti sur la paternité, pas moi. La juge n'était pas là pour me consoler. Elle était là pour trancher froidement. Elle a reconnu que j'avais été un parent social. Elle a aussi rappelé que la loi ne me considérait pas comme père biologique. Elle a dû jongler entre le texte et la réalité. Au final, j'ai obtenu un droit de visite encadré, limité, pas un droit total. Je n'étais plus le père sur le papier. J'étais devenu une sorte de figure tierce. Pas un simple étranger, mais plus un parent complet. C'était un statut humiliant. Mais c'était mieux que rien. Zoé, elle, a encaissé cette nouvelle configuration comme elle pouvait. Chez sa mère, on lui répétait que la vérité est importante, qu'elle devait savoir d'où elle vient. Mais on ne lui donnait pas les informations complètes. On lui disait ce que Julie voulait. On entretenait une version où je n'étais qu'un acteur de passage. Julie essayait d'effacer mon importance. Elle insistait sur le fait que, de toute façon, le test était la preuve. Elle poussait Zoé à s'accrocher à la biologie, parce que ça m'excluait. De mon côté, chaque week-end où j'avais Zoé devenait un mélange de bonheur et de douleur. Je la voyais 2 jours, puis je la rendais. Je devais faire attention à chaque mot. Je ne voulais pas la prendre en otage contre sa mère. Je ne voulais pas la charger de ce conflit. Mais je sentais la distance grandir. Parfois, elle m'appelait par mon prénom au lieu de papa. Elle se reprenait après. Mais la blessure était là. Elle testait la limite. Elle ne savait plus comment me nommer. Les conséquences sociales ont été violentes aussi. À l'école, certains parents avaient entendu la scène. Les rumeurs circulent vite. On me regardait différemment. Certains me posaient des questions gênantes. D'autres évitaient le sujet. On m'observait comme un homme qui avait élevé l'enfant d'un autre. On me plaçait dans la case du cocu. Je sentais le jugement silencieux. Peu de gens voyaient que la vraie victime, dans cette histoire, c'était Zoé, utilisée comme arme par sa propre mère. Mes parents, eux, ont perdu une petite fille officiellement. Ils l'avaient aimée comme leur sang pendant 10 ans. Ils l'avaient gardée, gâtée, protégée.
Le test ADN est venu leur dire qu'elle ne portait pas leur génétique. Ça a été un choc. Mon père s'en foutait de la biologie. Pour lui, Zoé restait sa petite fille. Mais Julie a commencé à limiter leur accès aussi. Elle disait que, puisqu'il n'y avait pas de lien de sang, il n'avait pas à intervenir. Elle coupait les ponts dès que quelque chose lui échappait. Elle utilisait la vérité génétique comme frontière. Avec le temps, j'ai compris que le test n'avait pas réparé une injustice. Il avait juste déplacé les lignes du conflit. Avant, j'étais un mari trompé sans le savoir. Après, j'étais un père remis en question malgré 10 ans de présence. Rien n'a été apaisé. Tout a été déformé. Julie a utilisé la science pour valider son récit. Elle ne s'est pas servie de cette vérité pour demander pardon. Elle s'en est servie pour consolider son pouvoir. On aurait pu imaginer qu'un choc pareil pousse quelqu'un à se remettre en question. Julie, non. Elle a continué à se présenter comme la victime des circonstances. Elle disait qu'elle avait été jeune, perdue, qu'elle n'avait pas su quoi faire. Elle affirmait que je ne lui avais pas donné ce dont elle avait besoin à l'époque. Elle transformait sa trahison en conséquence de mon comportement. Elle rejetait tout sur l'ambiance, sur le contexte, sauf sur ses actes. Parfois, la nuit, je repense au moment où j'ai pris Zoé dans mes bras pour la première fois. À l'époque, je ne me posais aucune question. Je la regardais comme un père regarde son enfant. Je ne pensais pas aux gènes, aux tests, aux probabilités. Je pensais à l'avenir. Aujourd'hui, ces souvenirs me font autant de bien que de mal. Ils prouvent que mon amour pour elle était réel. Ils rappellent aussi que quelqu'un a décidé de bâtir ce lien sur un mensonge, en sachant qu'un jour, tout pouvait exploser. Je ne sais toujours pas qui est le père biologique de Zoé. Peut-être que je ne le saurai jamais. Peut-être qu'elle ne le saura jamais non plus. C'est la plus grande violence de cette histoire. On lui a dit que je n'étais pas son père. On ne lui a pas donné de nom pour remplacer le mien. On a juste laissé un vide. Un trou au milieu de sa construction personnelle. Julie prétend qu'elle la protège en ne divulguant rien. En réalité, elle se protège elle-même. Elle a peur des retours du passé. Elle a peur de perdre le contrôle. Aujourd'hui, ma relation avec Zoé tient sur un fil. Je la vois moins. Elle grandit. Elle se forge ses opinions. Certaines choses, je ne peux plus les rattraper. Je sais que, dans sa tête, il y a une voix qui lui répète que je ne suis pas vrai. Que mon statut est conditionnel. Qu'on peut me retirer d'un coup de test. Je fais ce que je peux pour lui montrer que je suis là, que je ne pars pas. Mais je sens bien que le sol sous nos pieds est fissuré. Mon couple, lui, est mort. Il n'y a rien à sauver. Le divorce est en cours. Les papiers s'alignent. Les signatures se préparent. Julie continue sa vie. Elle sort, elle poste des photos, elle se reconstruit une image. Elle se présente comme une mère célibataire forte. Elle oublie de mentionner qu'elle a bâti cette position sur 10 ans de mensonges. Elle joue le rôle de celle qui a dû révéler une vérité difficile. Elle ne dit pas qu'elle a choisi la pire façon de le faire. Le test ADN a détruit plus que notre couple. Il a cassé la confiance de ma fille en moi. Il a brisé la confiance de mes parents en leurs souvenirs. Il a fissuré mon propre rapport à la paternité. Même si un jour j'ai un autre enfant, je sais que je ne vivrai jamais une naissance de la même façon. Je penserai toujours à cette feuille blanche avec des chiffres qui disent oui ou non. Je penserai toujours à la possibilité qu'un mensonge se cache derrière une grossesse. Ce poison ne s'en va pas. Ma femme a dit à notre fille que je n'étais pas son vrai père devant son école. Elle a utilisé des mots comme des couteaux, devant des témoins, sans se soucier des dégâts. Le test ADN a confirmé qu'elle avait couché avec un autre homme à l'époque. Mais la vraie vérité, c'est que ce n'est pas le laboratoire qui a détruit ma famille. C'est elle. Avec ses choix, ses silences, et le jour où elle a décidé de transformer un secret lourd en arme publique, sans penser que la première touchée, ce serait notre fille. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.